Salut à tous et bienvenue sur le Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous fait revivre la période la plus fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtre et trahison, mais aussi art, avancées scientifiques, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Christine de Pisan est sans doute l'une des autrices médiévales les plus connues aujourd'hui. De cette Italienne adoptée par la France qui en a vécu l'une des périodes les plus difficiles, le creux de la vague même, on dit beaucoup de choses. Elle serait l'une des toutes premières femmes à vivre de sa plume et même une féministe avant l'heure. Mais qui était vraiment Christine de Pisan ? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cet épisode. Allez, c'est parti ! Si le monde s'effondrait autour de vous, que feriez-vous ? Si votre nation et votre peuple s'abîmaient dans la guerre civile, glissant chaque jour un peu plus dans l'horreur. Si ceux qui vous gouvernent ne parvenaient pas à redresser la barre, absorbés dans des querelles stériles pour s'emparer d'un pouvoir chancelant. Si vos amis et parents étaient menacés de mort ou qu'ils risquaient tout simplement de disparaître corps et biens, aspirés dans le tourbillon des événements. S'il ne vous restait plus que votre personne, votre caractère, votre volonté, qu'en feriez-vous ? Face à une telle situation, certains d'entre nous sombreraient dans le fatalisme, témoins passifs de la catastrophe qui se déchaîne. D'autres tenteraient de reconstruire autour d'eux, de préserver ce petit pan de monde sur lequel ils ont le contrôle. Certains d'entre nous fuiraient, partiraient avec armes et bagages pour refonder leur vie dans un lieu épargné. D'autres encore prendraient les armes pour combattre le mal pied à pied, quitte à y laisser leur vie. Christine de Pisan, elle a fait tout ça en même temps. Plongée dans la descente aux enfers du royaume de France au début du XVe siècle, elle a tour à tour témoigné, reconstruit, fui et combattu. Son arme à elle, ce n'était toutefois ni l'épée ni le destrier, mais la plume. Enfin, commençons par le commencement, non ? Parce qu'après tout, la vie de Christine de Pisan, ça ne commençait pas trop mal, avouons-le. Allez, remontons le temps d'une quarantaine d'années pour atterrir en 1365 au bord de la plus belle lagune du monde. En 1356, Thomas de Pesano est un professeur en vue à l'université de Bologne. Médecin et astrologue de renom, à l'époque ça va souvent ensemble, rappelez-vous de l'épisode sur Copernic, ça fait déjà 12 ans qu'il y traîne sa robe de docteur. Sa renommée lui offre un matin une belle proposition venue de la sérénissime République de Venise. Un juteux office payé par l'argent de cette cité marchande éclatante de prospérité. Le médecin n'hésite pas longtemps et vient poser ses valises dans la lagune. C'est ainsi qu'un beau jour de 1365, peut-être le 5 octobre, on n'en est pas sûr, la petite Christine voit le jour à Venise. Mais à peine le Thomas a-t-il fondé sa famille le long des canaux que deux nouvelles propositions lui parviennent. Cette fois-ci, ce sont deux souverains, le roi de Hongrie et le roi de France, qui cherchent à le débaucher. Buda est plus proche, mais l'éclat de l'université de Paris a tout pour attirer le célèbre médecin. Et puis bon, ce n'est que pour quelques mois, alors pas besoin de s'en faire. Quelques mois, oui, mais en théorie. En réalité, le roi Charles V a de la suite dans les idées. Après avoir découvert son nouvel astrologue, il n'entend plus le laisser partir. Et le Charles, il sait être convaincant. Il offre à Thomas tout le package.
Une grasse pension, une place très enviable, et surtout, le roi propose de payer sur ses deniers le déménagement de toute la petite famille de Venise à Paris. C'est ainsi qu'en 1369, la petite Christine se lance avec sa mère et ses 2 frères dans cette formidable aventure. Le voyage sur 1000 km, gravissant les hauts cols d'altitude avant de serpenter le long des puissants fleuves de Gaule, a laissé une forte impression sur l'enfant. Des dizaines d'années après, elle décrit encore le sentiment qui l'a étreint en traversant, je cite, Estranges contrées, Alpes hautaines, lentes sauvages, forêts profondes et bruyantes rivières. La France, ce sera sa première histoire d'amour. Il faut dire que la famille jouit à Paris d'une véritable opulence. L'astrologue du roi touche 500 livres de rente par an, ce qui le place parmi les officiers les mieux payés du royaume. Le roi lui envoie également de temps en temps des dons en nature, du grain, du vin ou des vêtements de prix, de quoi remplir la garde-robe des 3 enfants. Plusieurs livres précieux lui sont également offerts par son souverain employeur, un cadeau de prix quand on sait que la cour royale fourmille d'intellectuels qui traduisent des ouvrages depuis longtemps inaccessibles. Et puis surtout, il y a la faveur royale, la proximité avec le pouvoir. Ça ne rapporte rien, mais c'est un immense honneur et un gage de situation stable. À son arrivée en 1369, Thomas est même invité à présenter sa famille au roi, un autre souvenir marquant pour la petite Christine qui n'a alors que 4 ans. Mais ça semble un peu trop beau pour être vrai, ça, non ? Qu'est-ce qui peut justifier qu'on déroule un tel tapis rouge à un médecin de Venise ? Ti amo, io sono ti amo. Bon bah déjà, Charles V est un fan d'astrologie, il adore ça. Et oui, on ne penserait pas comme ça, avec sa réputation de roi sage et prudent, mais le Charles scrute beaucoup le ciel. Et il a des raisons de le faire. Dans les années 1370, le roi est en train de mener la difficile reconquête du royaume. En 1360, l'Angleterre a saigné la France. Comme le roi de France prisonnier se trouvait à Londres, elle a pu négocier tranquille pour récupérer le tiers du royaume et une énorme rançon de 3 millions de francs. Et ça en fait des pensions d'astrologues, ça, hein ? C'est le fameux traité de Brétigny, conséquence directe de la terrible défaite de Poitiers en 1356. Héritant d'un royaume en perdition sur fond de peste et de mercenaires en goguette qui terrorisent les campagnes, le jeune roi, Charles, qui succède à son père en 1364, a du pain sur la planche. La reconquête va être longue, éreintante même. C'est une guerre sale, sans noblesse, où il faut se battre chaque jour pour la moindre forteresse, le moindre pont, la moindre bourgade. D'où l'utilité d'un bon astrologue. Le Charles ne laisse rien au hasard et consulte souvent les astres avant de se lancer dans un assaut décisif. Bon, mais en dehors de ça, Thomas est également italien, et Venise ne l'a pas laissé partir pour rien. Pendant qu'il mène la reconquête, Charles V essaye aussi de se rabibocher avec la Sérénissime. De regrettables affaires de piraterie ont empoisonné les relations, mais désormais la France se cherche des alliés. Sans être une couverture, l'office d'astrologue n'est donc qu'une des activités du père de Christine. Il joue aussi les diplomates et sert d'intermédiaire entre sa patrie vénitienne et sa nouvelle patrie française. Et pendant ce temps, la petite Christine grandit, choyée et aimée dans ce milieu où tout va bien. On ne sait d'ailleurs pas à quoi elle ressemble, malgré les nombreuses miniatures qui la représentent. Une allusion dans l'un de ses textes la décrit comme blonde et frisée, et dans un autre, elle se présente comme ni belle ni laide, mais heureuse d'avoir un corps fonctionnel et en bonne santé. C'est déjà ça. Disons de taille moyenne, pas une naine ni une girafe, normale quoi, jolie dans son genre. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la question de son éducation fait débat au sein du foyer. Alors je n'avais pas d'autre but et pas d'autre nécessité que de jouer selon l'usage avec les enfants de mon âge. Mais comme j'étais née fille, il n'était pas considéré que je puisse en hériter de mon père. Et je ne pus pas jouir des richesses qu'il puisa dans la fontaine somptueuse, par coutume plus que par droit. Cette coutume est consternante, car autrement, je le crois bien, j'aurais été riche et comblée par le trésor de la fontaine, car j'avais bien la volonté d'y puiser jusqu'au tréfonds.
Ma ressemblance avec mon père me poussa même à chaparder des résidus et des paillettes, des centimes et des piécettes tombées de cet immense trésor qui les contenait par milliers. Ce qu'on comprend, c'est que son père n'a rien contre le fait que sa fille étudie, mais sa mère n'est pas très chaude. À ses yeux, il vaut mieux que Christine apprenne la gestion domestique et les compétences typiquement féminines, car ce sont elles qui lui seront utiles plus tard. Visiblement, sa mère finit par avoir gain de cause, car Christine regrette, à 40 ans, de n'avoir pu recueillir que des miettes, des raclures, comme elle dit, de l'immense savoir paternel. Comme vous avez pu l'entendre dans l'extrait juste avant, issu du livre de mutation de la fortune qu'elle rédige en 1403. Rien qui ne vienne provoquer la discorde avec sa mère, attention, hein, Christine n'est pas rancunière. Les deux femmes vont vivre dans la même maison presque toute leur vie, et sa fille lui porte une profonde affection. L'enfance se passe, émaillée de souvenirs qui marqueront Christine toute sa vie. L'acrobate qu'elle a vu un jour traverser le vide entre les deux tours de Notre-Dame, perchée sur une corde, ou encore la venue des émissaires envoyés depuis la lointaine Égypte par le sultan mamelouk. En 1380, elle a désormais 15 ans. Après une belle enfance, il est temps pour elle de se marier et de fonder un foyer. L'heureux élu s'appelle Étienne de Castel. Il a 24 ans et comme le veut l'usage, c'est papa Thomas qui l'a choisi. En fait, la famille Castel souhaitait caser leur brillant garçon dans un bel office royal, histoire de lui obtenir une bonne situation, tandis que Thomas cherchait le gendre idéal. Leurs intérêts se rejoignent donc naturellement, et une fois les vœux prononcés, l'astrologue pistonne son gendre au poste de notaire secrétaire du roi, quelque chose qu'on appellerait aujourd'hui une bonne planque. Alors certes, vu comme ça, le romantisme paraît un peu loin, mais Christine n'a pas lieu de se plaindre. Comme elle le dit dans le livre de mutation de la fortune, elle n'aurait pu choisir mieux elle-même. Étienne est éduqué, il sort tout juste de l'université. Il s'entend bien avec son père, dispose maintenant d'une situation enviable, et en plus, il est, comme le dit Christine, un bel et bon jouvencel, ce qui ne gâche rien. Si l'on en croit la ballade intitulée « Douce chose qu'est le mariage », la nuit de noces se passe même très bien et le jeune couple s'unit dans un amour sincère. Selon les mots de la jeune femme, nous avions toutes ordonné nos amours et nos deux cœurs en un seul parfait vouloir. 3 enfants naissent de cette union, Marie, Jean et un cadet dont on ignore le nom. Ces premières années de mariage sont celles du bonheur. L'hôtel particulier des Castel emploie 7 domestiques, la table regorge de bonne nourriture, les enfants grandissent et Christine entre de plein pied dans le milieu de son mari, celui de la cour des grandes maisons princières et de ses officiers royaux en pleine ascension. En fait, cette période de la fin du XIVe siècle, c'est un peu une sorte de belle époque du Moyen-Âge, si vous voulez. Dans ces milieux brillants et d'une grande opulence, il flotte une sorte d'insouciance, de soif de vivre, comme pour oublier les malheurs du demi-siècle qui s'achève. Tous ces gens qui ont 30 ans à l'époque appartiennent à la classe creuse qui est née après la peste. Les conditions sont excellentes pour eux et ils peuvent enfin jouir de la paix rétablie entre la France et l'Angleterre. Alors on s'amuse, on se lance des défis, on voyage, on explore. Oui, je vis une période un peu folle. Il y a une anecdote que je trouve trop marrante qui illustre vraiment l'esprit de la période. En 1388, le connétable de France, Philippe d'Artois, décide de se rendre en pèlerinage à Jérusalem pour voir du pays et puis parce que c'est une aventure incroyable, ça fera des choses à raconter aux dames de la cour en rentrant. Manque de bol, une fois arrivé à Damas, il est emprisonné par le sultan mamelouk pour d'obscures raisons. Quelques mois plus tard, c'est un autre grand nom de la chevalerie française qui débarque lui aussi au Levant. Jean le Mingre, de son petit surnom, Boucicaut.
Lui aussi s'est décidé à aller taquiner du dromadaire pour plaire à la dame de ses pensées. Apprenant qu'un autre chevalier français est en prison dans le coin, il va voir le sultan et demande carrément à être enfermé lui aussi. À dire vrai, je comprends bien qu'il soit interdit de sortir d'une prison, mais d'y entrer, n'est-ce pas là aussi sa vocation? Pendant 4 mois, les chevaliers s'occupent à écrire de la poésie et à composer des vers, jusqu'à ce qu'ils soient finalement relâchés et qu'ils rentrent en Occident. Ces vers de prison deviendront le livre des 100 ballades, et c'est croustillant. Un des débats porte par exemple sur la fidélité en amour. Si on ne devait choisir qu'une seule dame, faudrait-il plutôt qu'elle soit douce et obéissante, ou cruelle mais envoûtante? Donc voilà, c'est ça la vie de la grande noblesse à la fin du XIVe siècle. La poésie, les bons mots, le tout saupoudré d'assez d'aventures rocambolesques pour occuper les soirées élégantes. Dans ce petit milieu, Christine est plutôt à son aise. Elle a l'esprit vif et beaucoup d'imagination, aussi n'est-elle pas la dernière pour ses jeux poétiques. Il y a un jeu pour lequel elle est très douée par exemple, ce sont les jeux à vendre. En gros, quelqu'un vous dit « je vous vends telle chose », ça peut être n'importe quoi, un animal, un objet, une plante, etc. Et vous devez improviser 3 vers qui riment avec cette chose. Tenez, voici quelques exemples de Christine. Je vous vends la passe rose. Belle, dire ne vous ose, comment amour vers vous me tire, si l'apercevez-vous sans dire. Je vous vends l'escrinet tout plein. Mon nom y trouverait à plein, et par cils, on que plus aimé, par qui j'ai souffert main et semé. Notre Christine se fait donc rapidement une réputation dans ce petit milieu, et vous allez voir que ces galéchades ne lui seront pas tout à fait inutiles. En tout cas, pendant qu'on s'occupe en soirée plaisante, le temps passe. En 1380, le sage roi Charles V est mort prématurément à l'âge de 42 ans. Malade et fragile toute sa vie, il aura eu besoin de son fidèle médecin jusqu'au bout. Le dauphin est trop jeune pour régner, aussi ce sont les 2 oncles, Berry et Bourgogne, qui prennent la régence. Moins fans d'astrologie que leur frère décédé, ils commencent par diminuer les gages de papa Thomas, histoire d'économiser un peu. De toute façon, le brave médecin est lui aussi sur la fin. Il décède en 1387, causant une terrible douleur chez sa fille qui lui vouait une admiration sans borne. Pour autant, la situation reste stable dans le royaume. Comme Christine l'écrira plus tard dans la biographie de Charles V, qu'elle achève en 1404, jamais depuis 100 ans ou plus, le royaume de France n'a été aussi riche, ni mieux doté de noblesse et de chevalerie, ni plus en paix. Nous avons cause d'espérer, avec l'aide de Dieu, que la France continuera en bonne convalescence et prospérité. Et c'est vrai que ça va pas trop mal. La reprise économique est vigoureuse et surtout les relations avec l'Angleterre se sont enfin apaisées, ouvrant la voie à une réconciliation durable. En 1388, alors qu'il vient d'avoir 20 ans, le jeune roi Charles VI se dégage enfin de la tutelle de ses oncles pour commencer son règne personnel. Pour tous les sujets de France, c'est un signal d'optimisme. La couronne est solide, le roi est jeune et beau, les jours de paix et de prospérité sont devant. Cette année-là d'ailleurs, au mois d'octobre, Charles VI se rend à Beauvais et son fidèle notaire secrétaire, le beau Étienne de Castel, est de l'expédition. La suite royale s'installe en ville, mais une épidémie foudroyante s'abat alors sur Beauvais. Étienne est contaminé. Il meurt en quelques jours, emporté à seulement 32 ans. Christine ne reverra plus jamais son mari. La jeune veuve de 23 ans est inconsolable. Comment le cœur et l'esprit peuvent-ils accepter un tel retournement de fortune, le passage si brutal d'une vie idyllique à la sombre solitude du veuvage? Après le temps des rires vient le temps des larmes, coulant sur ses joues qui, il y a quelques jours seulement, étaient encore couvertes de baisers.
Je ne sais comment je dure, car mon cœur dolent fond dire. Et plaindre n'ose ni dire ma douloureuse aventure, ma dolente vie obscure. Rien fort la mort ne désire. Je ne sais comment je dure. Et me faut, par couverture, chanter, que mon cœur soupire et faire semblant de rire. Mais Dieu sait ce que j'endure. Je ne sais comment je dure. L'écriture est une échappatoire, brève et jamais suffisante, mais qui a au moins l'avantage de coucher sur le papier ce flot d'émotions qui submerge Christine. Elle le dit dans ses poèmes, le plus dur, ce qui la mine et l'épuise, c'est de devoir faire bonne figure, de rester digne, droite, et de continuer sa vie malgré le vide immense qui la ronge. Rester debout est déjà une épreuve, et pourtant la jeune femme va devoir trouver en elle des ressources insoupçonnées, car, comme chacun sait, un malheur ne vient jamais seul. En effet, si les deux hommes de la vie de Christine, son père et son mari, étaient pétris des plus belles qualités, ils partageaient tout de même un défaut aux graves conséquences, l'imprévoyance. De sa rente confortable, Thomas n'a tiré que 2 propriétés, un manoir à Mémoran dans le coin de Fontainebleau et une tour d'habitation à Paris. Étienne, lui, ne s'est carrément pas occupé d'amasser du capital. Les 500 livres de rente de l'un et les 380 de l'autre se sont envolés, dépensés au jour le jour dans leur bel hôtel particulier. Pourtant, il y a un proverbe au Moyen-Âge pour ça. Brouet de cour ne fait point d'héritage. Bon, là normalement, c'est le moment où je pourrais caser un petit sponsoring pour Trade Republic ou un quelconque PER, mais je n'ai pas de sponsor, donc on va s'en passer. Retenez juste qu'il ne faut pas faire comme Thomas, c'est pas bien, brillant astrologue qui n'a même pas utilisé son don pour parier sur la bourse. En plus de cette impréparation, Étienne n'a même pas tenu sa femme au courant de ses affaires. À 23 ans, Christine se retrouve donc à la tête d'un navire en perdition, sans cap, ballotté en pleine tempête, sans même savoir sur quoi elle peut réellement compter. Commence alors pour elle la douloureuse expérience de la bureaucratie. Les procès s'enchaînent les uns après les autres. Mort en mission, son mari n'a jamais reçu les gages qu'on lui devait. Le Trésor royal va mettre 20 ans à les lui verser. Pourtant, Christine possède l'essentiel, un mandement royal, un document incontestable listant précisément ce qu'on lui doit. Pendant 2 ans, elle fait le siège des payeurs royaux, essuyant regard en coin, moquerie à peine voilée, mépris affiché et réflexion lubrique. En 1390, elle se décide à se lancer dans un procès, un effort presque sans espoir, étant donné que les avocats du Parlement et les payeurs sont copains comme cochons. Et toi, laisse parler ton avocat. Il n'y a pas de loi assez rigoureuse pour punir des criminels comme mon client. Elle nous en a laissé la trace poignante dans son livre de l'Advision Christine, où elle raconte notamment les heures d'attente dans l'immense salle glaciale du palais, ses preuves sous la main, à guetter le passage d'un avocat ou d'un juge. Il faut dire que le tribunal, elle y passe désormais ses journées entières. En plus des gages, elle a de graves problèmes avec ses rentes. Une rente, c'est un versement d'une proportion des revenus d'une terre. À la fin du XIVe siècle, on en fait un véritable commerce. Thomas possédait comme ça non pas le manoir de Mémoran, mais une rente sur ce manoir, qui devait donc lui verser une partie de ses revenus annuels. Sauf qu'évidemment, sitôt la succession ouverte, ceux qui doivent verser cette rente commencent à chicaner et à contester le droit de la veuve. A l'inverse, un autre bien qu'elle possède fait l'objet du procès inverse. On prétend que c'est elle qui devrait payer une rente. En plus, étant donné que théoriquement c'est au rentier de conserver les documents qui prouvent son droit, autant dire qu'il y a souvent des conflits juridiques. Pendant tout le temps du procès, les rentes concernées sont par ailleurs saisies par le roi et viennent alimenter son trésor, donc autant dire que les juges ne sont pas tellement pressés. Et dans tout ce marasme, Christine doit s'occuper de sa famille. Sa mère et ses 2 enfants vivent sous son toit, ainsi qu'une nièce qu'elle a recueillie lorsque ses 2 frères sont repartis en Italie. L'argent se fait rare, il faut rogner sur tout. Les plats se font plus simples, les garde-robes se figent dans le temps. Pour Christine, il est essentiel de faire bonne figure. Si elle veut rebondir, elle ne doit pas donner l'impression de perdre son rang et d'être devenue une pauvresse.
Elle ne change donc plus de robe, mais l'entretient soigneusement pour que le passage des mois et des années soit imperceptible. Malgré ses efforts, les fins de mois sont difficiles, et ceux qui entourent Christine lui ferment leur cœur. La famille ne possède pas l'hôtel particulier où elle vit, et la propriétaire leur colle un procès sur le dos après seulement 2 mois de retard de paiement. Christine doit être partout à la fois, et l'extrême tension qui l'accapare brouille son esprit critique. Une fois la succession ouverte, il apparaît qu'Étienne avait tout de même laissé un petit capital à ses 2 enfants pour qu'ils puissent étudier. Comme ils sont encore trop jeunes pour ça, Christine se met en affaire avec un marchand qui part pour l'Italie. Elle investit dans son entreprise dans l'espoir de faire fructifier le capital de ses enfants. Sauf que le marchand est un escroc. À peine parti de Paris, il prétend avoir été détroussé sur la route et disparaît dans la nature avec le précieux argent dispersé au vent. Mais quel est ton sentiment? J'ai refait les comptes, c'est pas brillant, mais il y a du potentiel. En lisant les souvenirs de ces années où chaque jour doit être gagné pour vivre le suivant, on découvre un monde étroit, méprisant, hypocrite, mesquin même, où toutes les portes semblent se fermer devant la veuve qui, quelques années auparavant, passait ses soirées avec ces mêmes gens. Toutefois, cette ancienne solidarité n'est pas tout à fait morte, et Christine compte bien la mettre à profit. Car dans les ténèbres de cette période difficile, la jeune femme voit toutefois luire un timide rayon de soleil. Son salut, ce sera l'écriture. C'est en 1399 que Christine saisit cette planche de salut. Cette année-là, elle ose enfin rassembler ses pièces poétiques dans un gros ouvrage qu'elle intitule « 100 bonnes ballades ». En réalité, si elle prend le risque de poser son nom sur un livre, c'est parce qu'elle s'est déjà fait une petite réputation. Sa renommée traverse même la mer. En 1398, le comte de Salisbury, de passage à Paris, désire rencontrer cette femme, sorte de curiosité pour lui car, comme l'écrit Christine, « c'est toi chose non usagée que femme escrive ». Et c'est gagné, elle en profite pour placer chez le grand noble anglais son jeune fils, Jean. En 1397, un an avant, sa réputation lui avait déjà permis de placer sa fille, Marie, chez les dominicaines de Poissy, un immense honneur, puisque cette grande abbaye royale n'accueille que les meilleurs éléments triés sur le volet. La réputation, donc, elle l'a déjà. Ce qu'elle veut maintenant, c'est gagner sa vie. Et ça, pour l'époque, c'est une idée très originale. Et Christine a déjà son plan pour conquérir les librairies. Sa cible, ce sont les grands princes qui peuplent la cour royale. Eux seuls ont la générosité et l'amour des beaux livres qui lui permettront de vivre de sa passion. Entre 1400 et 1403, l'écrivaine travaille d'arrache-pied. Elle commence par un très long poème, le livre de mutation de la fortune dont on a déjà parlé, sorte de récit autobiographique et allégorique brodant sur l'idée du destin joueur qui donne et qui reprend. Dans le même temps, elle travaille sur un autre poème, Le chemin de longue estude, où elle discute en allégorie de la manière de choisir le meilleur prince pour le royaume. Une autre œuvre autobiographique viendra couronner ce triptyque en 1405, le livre de l'Advision Christine, où l'on voit déjà poindre l'idée que face aux aléas de la fortune, il est du devoir de chacun de se relever et de continuer à agir sans se laisser aller à la fatalité. Je vais rentrer à Paris. Je vais retrouver mon chantier. Bon, bah vous le reverrez, votre chantier. Ben non. Mais si. Ben non. Mais si. À la fin de l'année 1403, Christine a donc déjà 3 ouvrages à vendre. Les 100 bonnes ballades, le livre de mutation de la fortune et le chemin de longue estude. Suivant l'usage de ce début de XVe siècle, elle tente une approche feutrée en commençant par offrir ses ouvrages aux grands princes de la cour. Le 1er janvier 1404, par exemple, elle offre au puissant duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, un exemplaire richement illuminé du livre de mutation de la fortune. C'est un cadeau d'étrenne et on imagine ce que ça a dû lui coûter de faire fabriquer un objet d'un tel luxe. C'est un investissement très risqué, mais le risque paye.
Le duc est tellement impressionné qu'il fait immédiatement recontacter Christine avec une idée de commande. Il souhaite qu'elle rédige une biographie de son frère, le défunt Charles V. Christine a une excellente plume et elle a vécu très proche de la cour durant le règne. Elle sera l'historienne parfaite pour ça. Pour l'écrivaine, c'est une consécration. Elle qui était connue pour ses poèmes et pour ses malheurs, la voilà missionnée sur un ouvrage politique, qui plus est portant sur ce roi auquel elle voue une admiration sans limite. Notre bon Philippe ne verra jamais le fruit de sa commande. Il meurt quelques mois avant la réalisation finale du livre des Fées et bonnes mœurs du roi Charles V, prêt en novembre 1404. Nul doute qu'il aurait été fier. Le bouquin est une sorte de panégyrique dressant le portrait d'un prince idéal, aussi prudent que noble de cœur, un exemple à suivre pour le jeune dauphin Louis, qui n'a alors que 7 ans. Ah oui, j'ai oublié de vous le préciser, suis-je bête, entre-temps, le roi est devenu complètement fou. Ce bon Charles VI est atteint d'une maladie mentale terrible, évoluant par crise, totalement incurable, et le rendant la plupart du temps incapable de gouverner. Aussi, l'élite intellectuelle de l'époque place-t-elle beaucoup d'espoir dans le jeune dauphin, en espérant qu'il sera moins fêlé que son royal père. Si vous voulez en savoir plus, je ne peux que vous conseiller d'écouter le tout premier épisode de ce podcast. Bref, Christine a livré sa première commande et les affaires commencent à décoller. Il y a une anecdote rigolote à ce sujet. À chaque entrée d'un livre, le bibliothécaire du duc de Berry note un petit commentaire à côté du titre pour expliquer d'où vient le bouquin. En 1403, le duc achète à Christine un exemplaire du Chemin de longue estude et le bibliothécaire note que c'est un livre fait et composé par une femme appelée Christine. Bon, visiblement, il n'en a jamais entendu parler. Le 1er janvier 1405, en revanche, lorsqu'elle offre au duc un exemplaire de la biographie de Charles V pour ses étrennes, cette fois-ci, elle est notée comme Demoiselle Christine de Pisan. Là, c'est bon, le bibliothécaire la remet enfin. Jacouille, la fripouille, votre humble serviteur, vous me reconnaissez soit. Non, ne vous reconnaissez pas. Ce qui est original avec Christine, c'est qu'elle a un vrai tempérament d'entrepreneur. Elle veut contrôler toute la chaîne de production et se retrouve rapidement à la tête d'un petit atelier de production de manuscrits. Bah oui, il ne faut pas oublier qu'on est encore 50 ans avant l'invention de l'imprimerie, il n'y a donc pas de maison d'édition. Le bouquin est déjà un beau business à l'époque, il est tout à fait possible de trouver un atelier de copiste à qui confier la réalisation concrète de l'ouvrage, puis d'aller toquer à la porte d'un enlumineur pour le faire décorer, avant de trouver un relieur pour assembler tout ça, mais par contre pour la distribution, c'est chacun qui se débrouille. Et bien pour Christine, tout se fait d'un coup. On pense qu'elle a copié elle-même une bonne partie de ses ouvrages et elle noue un partenariat durable avec un enlumineur anonyme qu'on appelle aujourd'hui le maître de la Cité des Dames, qui apparemment avait pignon sur rue au début du XVe siècle. Et après, évidemment, c'est elle qui s'occupe d'aller distribuer ses ouvrages. Et finalement, c'est normal de vouloir comme ça tout intégrer verticalement. Christine est en pleine opération séduction, elle ne veut rien laisser au hasard. Il faut que ses livres claquent, qu'ils soient aussi beaux et impressionnants que possible pour susciter des commandes chez les plus grands princes. En 1405, la petite affaire est déjà bien amorcée. Christine a ses premiers clients, son nom et ses sous-traitants, bref, ça marche. Elle va donc désormais pouvoir se lancer dans un autre grand projet qui lui trotte dans la tête depuis plusieurs années. Un maître ouvrage qui va étaler devant toute l'élite intellectuelle parisienne le sujet qui lui tient particulièrement à cœur, la défense des femmes. La défense des femmes, Christine s'y est déjà frottée, elle n'est pas une débutante. Elle a en effet joué un rôle majeur dans l'une des plus fameuses controverses littéraires médiévales, la querelle du roman de la rose. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore ? Le roman de la rose, c'est un best-seller médiéval.
Il raconte l'histoire allégorique, là encore c'est la mode au Moyen-Âge, l'histoire allégorique donc du narrateur qui cherche à séduire la rose, symbole de la beauté et de la femme aimée, entourée de gardiens menaçants. Ça c'est la première partie, écrite en français par Guillaume de Loris vers 1230. Avec lui, on est en plein dans l'amour courtois, du genre « J'aimais assez cette manière, de laisser sa coiffe s'ouvrir et sa gorge se découvrir, car dessous sa chemise fine, blanchoyait sa belle poitrine. » Voilà, c'est mignon, c'est mielleux, et de toute façon, à la fin, le héros échoue dans sa quête en se piquant sur les épines qui protègent la rose. Ça aussi, c'est 100% amour courtois. Vers 1270, toutefois, un autre écrivain, Jean de Meun, se décide à donner une suite au roman, et là on passe tout de suite dans un autre registre. La partie la plus connue met en scène le personnage de la vieille. Et voilà la vieille. Ça va chauffer! Une sorte de chaperonne acariâtre qui a une idée très cynique et misogyne des relations amoureuses. Puisque les femmes sont destinées à voir se faner leur beauté, la seule conduite logique consiste à extraire autant de richesses que possible de leurs différents amants, histoire d'avoir du capital une fois leur beauté évanouie. Là, l'amour courtois est parti bien loin. Puisque les femmes ne cherchent la compagnie des hommes que par intérêt matériel, autant que les hommes se contentent des faveurs sexuelles et ne se mettent plus la rate au courbouillon pour séduire les dames. Et de conclure son portrait des femmes d'une manière dont on appréciera l'élégance. Tout est, serait et fut, de fait ou de volonté, pute. C'est au moins une rime riche, on peut lui reconnaître ça. Un gars, c'est un jeune mec, et une garce, c'est une pute. Fini donc les aventures de Boucicaut et consorts courant au danger pour impressionner la dame de leur pensée, avec Jean de Meun, on passe de l'amour courtois à l'amour consommation. C'est cette œuvre qui va inspirer à Christine sa première passe d'armes féministe. Au printemps 1401, l'écrivaine rencontre dans une soirée un certain Jean de Montreuil, défenseur acharné du bouquin. Jeannot fait partie d'un petit cercle d'intellectuels qui se sont épris du roman et le clament sur tous les toits. Leur particularité commune, ils sont clercs, célibataires et très heureux de l'être, pas forcément accablés de travail, et surtout assez misogynes. On entre alors dans un petit monde d'hommes ayant fait leurs études ensemble, riches et bien établis, mais qui ne partagent pas la dévotion des grands nobles pour l'amour courtois, l'aventure et le panache. Nos larrons sont en plus plongés dans une sorte de complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Italie. Admiratifs de Pétrarque et de Dante qui ont donné leur lettre de noblesse à la langue italienne, ils brûlent de faire pareil en France. Sauf que leur orgueil est piqué au vif. Pétrarque lui-même a dit du roman de la Rose que c'était un ouvrage médiocre, remettant une pièce dans la machine de nos bouillants convertis. Alors certes, les adversaires sont de taille, mais Christine ne va pas refuser un beau combat. Sitôt après avoir lu le roman, comme elle le dit elle-même en diagonale parce qu'il lui est tombé des mains, elle rédige un petit traité dénonçant l'œuvre. Excusez-moi au passage, mais votre livre est très ennuyeux. Personnellement, il m'est tombé des mains. Vous êtes agressive, madame. Elle s'y insurge contre cette vision dégradée de la femme rapia et avide de richesse et contre-attaque avec le modèle du mariage équilibré, amoureux et stable, où hommes et femmes jouent un rôle complémentaire pour le bien du foyer et de la société dans son ensemble. Au final, c'est un peu une troisième voie qu'elle propose. Même si elle taquine la chansonnette de temps en temps, Christine n'est pas vraiment pétrie d'amour courtois. Pour elle, l'amour, c'est quelque chose de simple, de terre à terre. Si Étienne et elle ont vécu une si belle vie, ce n'est pas parce qu'Étienne est allé se battre en Terre Sainte et qu'elle-même a refusé ses avances jusqu'à ce qu'il craque. Non, ils ont tout simplement, chacun, fait ce qu'ils avaient à faire en se faisant confiance et en se témoignant respect et fidélité. Donc voilà, pendant une bonne année, ça s'envoie des noms d'oiseaux à tire-larigot, ça écrit lettre sur lettre pour se défendre ou attaquer entre la bouillante Christine et les clercs, mécontents d'être tenus en respect par une femme. Au final, cette controverse a au moins un intérêt pour elle. Il grandit son nom. Dans le petit monde des lettres, on s'émerveille de voir une femme prendre la plume pour défendre son genre. Ça fait original, quoi. Eustache Deschamps, le grand poète du temps, rédige même une ballade tressant des lauriers à Christine, tout en soulignant le fait qu'elle soit une sorte d'oiseau rare. Muse éloquente entre les neufs, Christine, sans pareil que je sache aujourd'hui, en sens acquis et en toute doctrine, tu as de Dieu science et nom d'autrui.
tes épîtres et livres que je lus en plusieurs lieux de grande philosophie, et ce que tu m'as écrit une fille, me font certain de la grande abondance de ton savoir qui toujours multiplie, seul en tes faits au royaume de France. Seul en tes faits au royaume de France. Ça c'est sûr, Christine est une originale. Cette controverse lui a toutefois donné une idée. Pourquoi ne pas coucher sur le papier ce combat pour la défense de son sexe ? Alors c'est décidé. Christine se lance en 1404 dans la rédaction de ce qui sera son maître ouvrage, La Cité des Dames. Et voici que je dis telles paroles en mes regrets. Ah, comment peut ceci être ? Dieu, pourquoi ne me fais-tu naître au monde en sexe masculin, que je fusse de si grande perfection comme homme mâle se dit être ? Par ma folie, me tenais très mal contente de ce qu'en corps féminin Dieu m'eût fait estre au monde. En selle dolente pensée, ainsi que je l'estoie, la tête baissée comme personne honteuse, les yeux pleins de larmes, accoudée sur le pommeau de ma chaise, soudain, sur mon giron, vis descendre un ray de lumière comme si le soleil fût, alors qu'en lieu obscur, estoit auquel à cette heure soleil briller ne put. Je vis devant moi, dont telle lueur venoit 3 dames, couronnées de très souverains révérences, desquelles splendeur illuminait moi-même et toute la pièce. Ah donc, celle qui première des 3 estoit en me souriant me prit ainsi. Chère fille, ne t'espouvante pas, car nous ne sommes mis si venus pour ton contraire, mais pour toi conseiller et te rejeter hors de l'ignorance qui tant t'aveugle. Voici notre cité achevée et parfaite, en laquelle à grand honneur vous toutes, qui aimez gloire, vertu et bonne renommée, pouvez être hébergées, tant les dames passées comme les présentes, et celles à venir, car pour toute dame honorable, la cité est faite et fondée. Avec la Cité des Dames, Christine a un objectif en tête. Redonner aux femmes leur juste place dans la société pour le commun profit, pour l'intérêt général, comme on dirait aujourd'hui. Elle souhaite défendre les femmes contre tous les ouvrages qui les diffament et les rabaissent, dans le but de produire des relations plus équilibrées et profitables à tous. Son arme pour faire ça, c'est la création d'une cité imaginaire, une sorte de refuge où les femmes illustres du passé, du présent et de l'avenir pourront se regrouper et se défendre contre les attaques des clercs misogynes. Elle est guidée dans cette construction par 3 allégories. Raison, qui porte un miroir pour montrer aux médisants à quoi ressemblent leurs opinions dévoyées. Droiture, armée d'une règle d'or pour remettre toute chose droite. Et justice, munie d'une sorte de bassin en or qui sert à mesurer le grain pour s'assurer que chacun obtient ce qu'il mérite. Chacune de ces 3 allégories préside à la construction d'une partie de la cité. Raison aide Christine à bâtir les fondations dont les blocs sont constitués par les figures féminines marquantes de l'Antiquité. Droiture apporte à l'écrivaine les différentes vertus qui serviront à bâtir les murs et les édifices. Et enfin, Justice, accompagnée par les saintes et la Vierge Marie, construit avec Christine les toits d'or qui coiffent les bâtiments et choisit les femmes qui auront l'honneur de venir peupler la cité. Alors, c'est un gros bouquin, très métaphorique et historique, mais on peut résumer la pensée de Christine en une seule phrase. Dieu a fait l'homme et la femme pour qu'ils se soutiennent et soient complémentaires, c'est donc ainsi que chacun doit prendre sa place dans la société. Elle ne manque pas de verve, d'ailleurs. Aux clercs qui disent que les femmes sont moins intelligentes et savantes que les hommes, elle répond que c'est uniquement parce que les femmes n'étudient pas, et que de toute façon, on trouve également beaucoup d'hommes qui sont bêtes à manger du foin. Bon, elle reste une grande intellectuelle parisienne, cela étant, elle dit par exemple que certains paysans sont tellement simples, traduisez stupides, qu'on dirait des bêtes. Et pourtant, Dieu les a dotés du même entendement que les autres êtres humains. Ils pourraient très bien devenir savants si on les plaçait à l'université. C'est un paysan, on ne le comprend pas. Oui, certainement, allez. Mais loin d'être uniquement une démonstration intellectuelle, la Cité des Dames est surtout un appel à l'action, un cri d'espoir. Pour Christine, il n'y a pas de fatalité. Elle a pu le penser dans les premières années de son veuvage, mais désormais, elle pense tout autre chose. Si les femmes cultivent les vertus et comprennent quel rôle elles doivent tenir dans la société, elles peuvent œuvrer à améliorer leurs conditions, génération après génération. Il suffit de le vouloir et d'y travailler dur. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser du féminisme de Christine de Pisan ?
Alors déjà oui, commençons par ça. Je pense qu'on peut dire des idées de l'écrivaine qu'elles sont effectivement féministes, même si on est au début du XVe siècle. Christine dit clairement qu'elle veut prendre la défense des femmes, c'est ce qui lui tient à cœur. De ce point de vue, on peut effectivement y voir l'une des premières grandes autrices féministes. Au XXIe siècle, c'est l'absence du concept d'égalité qui peut sembler étonnant dans son œuvre, vu qu'il est au cœur des mouvements féministes depuis la fin du XIXe siècle. Mais en fait, quand on y pense, il n'y a pas vraiment de quoi s'étonner. Dans la société de Christine, l'égalité n'existe pas. Les paysans obéissent à leur seigneur, et le seigneur au roi, c'est comme ça. C'est cette inégalité qui structure la société. Dans le mariage, par exemple, Christine accepte l'idée que le mari a autorité sur sa femme, qu'il en est le seigneur. C'est la dénomination qu'on retrouve fréquemment dans les vœux de mariage. Mais comme toute seigneurie, la sagesse impose une relation équilibrée. Si un seigneur maltraite ses paysans et les écrase de taxes, cette conduite nuira autant aux paysans qu'au seigneur lui-même. La sagesse impose donc, pour le bien de tous, que le seigneur n'abuse pas de son autorité et gouverne pour le bénéfice de ses paysans, qui en retour se soumettront volontiers à son autorité. L'inégalité domine dans la société, mais elle n'est pas nuisible tant que chacun remplit son rôle, avec les droits et les devoirs que cela implique. C'est ça qu'on retrouve dans l'œuvre de Christine de Pisan. C'est cette vision 100% médiévale, totalement ancrée dans son époque, qui a valu à Christine de Pisan des critiques au XXe siècle parce qu'elle ne proposait rien de révolutionnaire. Mais ça, c'est oublier la réalité de la mentalité médiévale. Le concept d'égalité tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui forme un pan majeur de notre substrat intellectuel, eh bien ça fait 3 siècles qu'il traverse les débats politiques, sociaux et intellectuels. C'est donc parfaitement normal qu'il nous semble naturel. Christine, elle, vit dans une société organisée sur le modèle féodal depuis 5 siècles. Ne l'oublions pas. Attendez, je comprends pas. La dernière Assemblée des rois, il y a 4 ans, on avait dit qu'il fallait oser une politique progressiste. Oui, vous faites des phrases, c'est sûr, nous on dit oui, pour pas casser l'ambiance. Mais alors, en dehors de ça, est-ce que le projet de Christine est réaliste? Je veux dire, c'est quoi la condition des femmes au début du XVe siècle? Bon. On va pas se le cacher, c'est une question absolument gigantesque, très difficile à résumer. Disons quand même ceci. Dans la société médiévale, il y a ce que pensent les clercs, écrivant des ouvrages à rallonge, et il y a tous les autres. Ce n'est pas parce que le roman de la Rose, version Jean Demain, voit les femmes comme des individus abjects que tout le monde est du même avis, de Paris à Toulouse, en passant par le Poitou et la Champagne. Déjà, on peut penser que, comme aujourd'hui, la question des relations entre hommes et femmes passionne surtout les intellectuels et que le reste de la population n'y prête pas autant d'attention. De fait, au travers des multitudes d'histoires et de personnages qu'on rencontre dans les sources, on croise de nombreuses femmes qui reprennent l'affaire de leur mari à sa mort, qui pilotent des entreprises, qui font des pèlerinages en Terre Sainte, qui pèsent dans les affaires politiques ou qui dirigent des abbayes. Il est évidemment beaucoup plus difficile de connaître l'intimité du foyer et les relations au sein des couples, mais on peut tout de même dire une chose. Pour l'écrasante majorité des médiévaux, le foyer est la cellule économique de base. Et la meilleure manière de le faire prospérer, c'est de le gérer à 2. Plaquer nos propres concepts qui viennent d'une société aujourd'hui majoritairement salariée, sur cette société ancienne où le salaire était beaucoup moins répandu, n'est vraiment pas idéal. Aujourd'hui, par exemple, la figure de la girl boss, de la femme indépendante qui travaille et qui gère une carrière fulgurante, eh bien cette figure, elle est plutôt valorisée. Mais de toute façon, au Moyen-Âge, être indépendant, c'est dangereux, pour les hommes comme pour les femmes. C'est une société très collective. On ne réussit pas seul. Et lorsqu'on voit des hommes ou des femmes gérer seuls des entreprises, c'est souvent que la situation les y a forcés. Christine elle-même le sait bien. Après la mort d'Étienne, elle choisit de rester seule et de ne pas se remarier. Eh bien ça, pour l'époque, c'est un choix très risqué, et d'ailleurs son entourage ne comprend visiblement pas. Au Moyen-Âge, si on voit une girl boss, on se dit pas « elle a réussi, c'est génial », on se dit « c'est super dangereux ce qu'elle fait ». Et on voit d'ailleurs ce qui s'est passé. Même à 32 ans, on n'a pas la certitude qu'on ne va pas succomber d'une maladie fulgurante, donc faire foyer seul, c'est un pari suicidaire sur l'avenir. Évidemment, nous on le sait, pour Christine, ça a marché. Mais alors, est-ce que son objectif est réaliste? Est-ce qu'en travaillant leurs vertus et en prenant leur juste part dans la société, les femmes du XVe siècle peuvent améliorer leurs conditions? Bon bah là, autant le dire, c'est quand même de la fiction. Christine l'a fait, c'est sûr, mais elle est le fruit d'un milieu riche, bien établi, enserré dans un réseau puissant.
On ne peut rien enlever de sa ténacité et de son talent, ça c'est sûr, mais il faut bien se souvenir que même au cœur des années noires où elle court après l'argent, elle vit tout de même dans un hôtel particulier avec des domestiques et avec une chambre privée où elle trouve le temps d'écrire. Donc on n'est pas non plus dans Les Misérables. Simon, cette semaine, on va dormir dans la voiture de papa, d'accord? Je t'ai fait une super chambre sur la banquette arrière. De toute façon, son message s'adresse surtout à ses lectrices, c'est-à-dire aux femmes qui auront accès à ce livre. Privilège rare, s'il en est. Il s'adresse tout autant aux lecteurs afin de les inciter à prêter attention à leurs femmes et à rechercher ses conseils, à cultiver la confiance. En tout cas, c'est une belle idée, mais ça tombe mal pour Christine. Dans les années qui suivent la rédaction de La Cité des Dames, la confiance n'est plus le maître mot. Et les grandes dames vers qui elle tourne ses yeux pleins d'espoir et d'admiration ne seront pas plus que les hommes à la hauteur des événements. À partir de 1405, la discorde entre les princes de sang royal se dégrade progressivement en une guerre larvée. Les armées des camps orléanais et bourguignons tiennent la campagne d'Île-de-France en semant la terreur, et le spectre de la catastrophe plane au-dessus de la tête des Parisiens. Christine ne reste pas les bras croisés comme à son habitude. Cette même année, alors que la Cité des Dames est achevée, elle adresse une épître, une lettre à la reine Isabeau de Bavière en la suppliant de rétablir la concorde entre les princes et d'appliquer ces principes de complémentarité dont elle parle dans son ouvrage. Rien n'y fait. Le 23 novembre 1407, l'assassinat du duc d'Orléans par les hommes de main du duc de Bourgogne met le feu aux poudres. La belle époque des années 1380 s'évanouit peu à peu dans le souvenir des Français à mesure que le royaume s'enfonce dans la guerre civile, puis dans la guerre extérieure. Les temps sombres sont revenus, marqués par l'invasion anglaise à partir de 1415. Toute une génération de chevaliers disparaît, engloutie dans la boue d'Azincourt en octobre 1415, tandis que l'ennemi progresse vers Paris. Christine voit son monde s'étioler à mesure que ceux qu'elle a connus meurent dans les combats ou dans les exécutions sommaires. Si elle-même ne se prononce pas entre les deux factions, elle se rend bien compte que les jours où elle vivait tranquillement à Paris sont révolus. Dans cette France à couteau tiré, la neutralité est suicidaire. Dans la nuit du 28 au 29 mai 1418, l'armée bourguignonne fait son entrée dans Paris. S'ouvre alors une période terrible de règlement de comptes qui n'épargne personne. Consciente du danger, l'écrivaine désormais cinquantenaire a déjà fui la capitale, direction l'abbaye de Poissy où sa fille l'accueille. Elle va s'y terrer jusqu'à la fin de sa vie, ne captant de l'extérieur que quelques bribes des événements qui agitent le royaume en perdition. Et en 1429, justement, dans ce pays en ruine, elle perçoit une timide lueur d'espoir. Une femme exceptionnelle est apparue, une figure de combat et d'action telle que Christine en rêvait. Dans la dernière année de sa vie, elle dédie à Jeanne d'Arc un long poème, le Ditier Jeanne, où l'on sent renaître l'optimisme et le goût pour l'effort qui définissent l'écrivaine depuis toujours. Je, Christine, qui a pleuré 11 ans en abbaye close, or à prime me prend à rire bonnement de joie. Ah, quel honneur à féminin sexe! Que Dieu l'aime, il paraît bien. Tout ce grand peuple misérable comme chien, par qui tout le royaume était déserté, par une femme est ressuscité et a recouvré ses forces, ce que pas homme n'eusse fait. En 1430, à l'âge de 65 ans, Christine rend son dernier souffle au cœur de sa chère abbaye royale de Poissy. La date précise est inconnue, on ne sait donc même pas si elle aura eu l'occasion d'apprendre le supplice de la pucelle. Elle meurt au moins convaincue que l'espoir n'est pas mort pour le royaume de France. La paix finira par revenir, portée par une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui pourront trouver dans son œuvre les principes essentiels pour reconstruire un royaume apaisé et prospère.
Cette œuvre, c'est son legs à la postérité, sa réponse aux crises qui ont traversé sa vie. Et vous, si le monde s'effondrait autour de vous et qu'il ne vous restait plus que votre personne, votre caractère, votre volonté, qu'en feriez-vous ? Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles. Pour ceux qui suivent le podcast depuis longtemps ou qui ont fait tous les épisodes, il a dû vous rappeler le tout premier épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles sur l'assassinat de Louis d'Orléans, mais j'ai tout de même essayé de ne pas trop me répéter. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cet épisode, c'est la manière la plus simple de soutenir mon travail. Si vous pouvez vous épargner quelques écus, vous pouvez également vous rendre sur ma page Patreon, dont je vous mets le lien en description. Vous y découvrirez des épisodes premium, des goodies du podcast et même plusieurs formules d'abonnement pour mettre encore plus de Moyen-Âge dans votre quotidien. Un immense merci à vous pour votre soutien, quelle que soit sa forme. Dans le prochain épisode, on ne va plus se contenter de survoler les champs de bataille. On va plonger au cœur de l'action. Nous allons suivre les pas discrets des espions médiévaux, ces hommes de l'ombre que l'histoire a souvent occultés au profit des grands chevaliers. On découvrira comment ils agissaient, quelles étaient leurs missions, et on verra s'ils avaient dans leur besace quelques gadgets à la James Bond pour triompher malgré les obstacles. À la prochaine!